Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui présente l'horloge de Baumann et Faulkner. Ces technologies peuvent contribuer à augmenter un petit peu la gamme des stratégies génériques qui sont viables par rapport. Il ne faut pas oublier que Porter, ses grands principes datent de 1980. Ça fait quand même presque 45 ans. Alors, il y a certaines choses qui sont un peu, qui ne bougent pas trop dans les théories en économie industrielle ou en stratégie, mais il y en a d'autres où l'environnement change de sorte que des choses qui étaient plutôt vraies, même si on pourrait le discuter déjà, mais qui étaient plutôt vraies au début des années 80, ne sont plus forcément, aujourd'hui. Et alors, les auteurs, chercheurs se sont risqués à dire, bon, bah, maintenant, faut peut-être sortir quand même des seules stratégies de Michael Porter et montrer qu'il y a un peu plus de choix en réalité. Parmi les auteurs qu'on va le plus souvent prendre comme référence dans ces cas-là, il y a Baumann et Faulkner. Alors, pour Faulkner, souvent, il est oublié, hein. Donc, souvent, on dit l'horloge de Baumann. Bon. J'avoue ne pas savoir si c'est parce que tout à fait à l'origine, le premier à l'avoir fait était Baumann ou si c'est par simplification. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, Baumann et Faulkner? Et donc, il nous faut un beau schéma avec d'un côté des prix, soit faibles, soit élevés, soit moyens au milieu, et une valeur, soit faible, soit élevée, soit moyenne. Alors, éliminons tout de suite les stratégies qui se trouvent en bas et à droite du schéma, qui sont des stratégies qui ne sont viables qu'à court terme, le temps que, éventuellement, les clients et consommateurs se rendent compte que la valeur du produit ou du service est bien inférieure à son prix. Et donc, ça nous donne la partie en bas à droite, hein, de stratégie du coup, on ne va pas examiner. Et on va s'intéresser aux stratégies viables. Alors, dans les stratégies viables, il y a nos deux grandes stratégies génériques de Porter. Donc, si on a un produit standard avec un prix faible, ben, on est dans la stratégie de domination par les coûts, telle que l'a décrit Porter. Hein, puisque lui, il ne parle pas d'un produit dégradé, hein. Il parle du produit standard, une sorte de produit moyen, banal, ayant toutes les caractéristiques qu'on attend normalement du produit en question sur le marché, mais surtout pas plus. En tout cas, si c'est coûteux, pas plus. Et puis par ailleurs, on essaye de réduire les coûts, surtout par le volume. Et puis on a le produit cher avec une valeur perçue élevée, donc que Baumann et Faulkner appellent la sophistication avec surprix, qui correspond tout à fait à la description de la stratégie de différenciation de Porter. Rien de nouveau à l'horizon. Mais voilà, il nous reste trois autres flèches. Alors, que nous disent ces trois autres flèches? Ils nous disent qu'il peut y avoir une stratégie assez agressive quand on veut prendre des parts de marché, hein, qui consiste à faire de la sophistication sans surpris. Très souvent, les étudiants entrepreneurs, quand ils me proposent des projets au début, très souvent, ils disent, ben voilà, on va proposer un service de qualité, mais on veut que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, ils proposent très spontanément la sophistication sans surpris. Et puis après, quand on se penche, par exemple, dans leur business plan, on s'aperçoit que, bon, ça peut marcher encore tant qu'ils ne se payent pas, tant qu'ils payent très mal leurs salariés. Et donc voilà, l'entreprise tient sur ce type de stratégie-là aussi parce qu'il y a des oublis ou en tout cas une situation qui n'est pas tenable sur le long terme. Ensuite, autre stratégie, alors celle que Porter disait qu'il fallait éviter à tout prix, c'est ce qu'on appelle une stratégie hybride. Elle consiste à avoir un produit qui est globalement bon marché,
mais qui a quand même certaines caractéristiques différenciantes. On pourrait citer comme exemple IKEA, qui va avoir, alors à l'origine quand même, il est plutôt sur la domination par les coûts combinée à celle que vous ne voyez pas encore. Néanmoins, avec le temps, il a rajouté des petits éléments un peu spécifiques. D'une part, il y a quand même une recherche d'un design un tout petit peu soigné. Il y a quand même la recherche évidemment, c'est pas des meubles hyper solides, mais c'est pas non plus les plus fragiles qu'on peut trouver sur le marché. Donc, vous voyez. Et puis, bah, il y a le petit côté suédois, hein, qui donne un petit côté. Voilà. Alors, est-ce que ça augmente la valeur perçue, le côté suédois, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça a un élément qui les différencie des concurrents. Autre exemple qui est vraiment là dans Toyota, pendant très longtemps, et là je ne parle pas de l'hybride au sens moteur hybride, hein, je parle du positionnement concurrentiel de Toyota depuis bien plus longtemps. Alors maintenant d'ailleurs, ils ont un positionnement qui est un peu plus innovant et qu'ils ont réussi à asseoir justement pour le coup avec les moteurs hybrides. Mais déjà avant, Toyota était une entreprise considérée comme peu innovante, mais par contre dont les voitures étaient fiables. Donc on a bien, ça donne de la valeur perçue, hein, une voiture fiable, et pour autant, c'était des voitures relativement bon marché. En tout cas, qui étaient, c'était pas de la voiture low cost, hein, mais c'était de la voiture qui était tout à fait dans les prix du marché, avec des modèles d'entrée de gamme très accessibles. Donc c'est ça qu'on va appeler une stratégie hybride. Et vous voyez que quand vous commencez à intégrer des technologies qui vous permettent d'intégrer des éléments différenciants sans pour autant augmenter trop les coûts, bah ça facilite le fait de mettre en place une stratégie hybride. Et ça peut expliquer que pour porteurs, ça soit difficile à concilier, même si, encore une fois, en 1980, on pouvait déjà considérer que Toyota était sur une stratégie hybride et commençait à avoir pas mal de succès. C'était pas encore le premier constructeur mondial, hein, c'était loin de ça, mais quand même, c'était une entreprise qui commençait à être connue. Mais néanmoins, c'est vrai que ces stratégies sont rendues encore plus viables par certaines technologies d'aujourd'hui. Et puis, enfin, la stratégie qui consiste à dégrader le produit standard pour proposer un coût encore plus faible. Donc ça, c'est une stratégie qu'on nomme stratégie d'épuration, puisqu'elle consiste à se dire, parce que ce qui se passe assez souvent, c'est que bah, sur un marché, vous allez avoir à un moment donné des entreprises qui vont faire de la différenciation avec surprix. Donc elles vont proposer certaines caractéristiques dans leurs produits que n'ont pas les autres. Généralement des fonctions, par exemple, que n'ont pas les autres produits. Et puis, bah, peu à peu, le coût de mise en œuvre de ces fonctions va diminuer par le phénomène de la courbe d'expérience. Et donc, bah, finalement, ces fonctionnalités, elles deviennent accessibles pour des entreprises, alors qui auraient une stratégie hybride, si on la considère comme déjà viable, ou par des entreprises qui auraient une différenciation, mais un peu moins poussée. Puisqu'en réalité, évidemment, hein, vous avez tout un continuum, hein. Vous n'avez pas soit l'ultra luxe, soit la domination par les coûts. Vous avez toute une série de degrés, évidemment, entre les deux. Et du coup, bah, peu à peu, ces fonctionnalités, elles deviennent plus banales. Quand elles deviennent plus banales, bah, elles sont intégrées dans le produit standard. C'est-à-dire que même les entreprises qui pratiquent la domination par les coûts finissent par intégrer ça dans leurs produits. Et du coup, bah, peu à peu, un produit donné, il va finir par avoir tendance à se sophistiquer au fil du temps, toujours plus. Si bien que ça peut laisser de la place, au bout d'un moment, à une stratégie qui consiste à dire, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette fonctionnalité-là? Est-ce que ça, c'est vraiment essentiel, etc. Et du coup, à enlever, à barrer, en quelque sorte, certaines des fonctionnalités un peu secondaires auxquelles on s'était habitué, mais qui ne sont pas absolument indispensables, qui ne font pas partie du cœur de service. Ça va être ne plus servir de repas en vol si on prend une compagnie low cost. Ça va être enlever certaines fonctionnalités classiques des véhicules sur des modèles type Dacia. Ça va être, etc. Alors, assez souvent,
on va avoir des stratégies qui vont être une combinaison un peu de domination par les coûts et d'épuration, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'épuration mais qui ne touche pas l'essentiel. Et puis en même temps, on va aussi chercher à faire du volume, à jouer sur d'autres sources de coûts que simplement le fait qu'on ne présente plus tel ou tel service. Donc c'est pas en l'occurrence, c'est vraiment pas des stratégies qui s'opposent. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la stratégie, l'innovation, la propriété intellectuelle ou l'entrepreneuriat. À bientôt.